Bonjour à tous. Coucou Roxy Fred, coucou Katsu, coucou Nico, coucou le guide suprême et merci beaucoup pour ton 16e mois d'abonnement. Bon, comment ça va? C'est le retour des quiz, effectivement. Je sais qu'il y en a qui les attendaient avec impatience. Donc, ce soir, c'est la reprise, hein. Voilou, voilou. Donc, ce soir, on est sur priorité et dépendance. Il y aura un petit sondage en fin de live pour savoir le thème de la semaine prochaine. Il faut d'ailleurs que j'aille checker un petit peu ce qui a été mis sur Insta. Et puis voilou, moi. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Je me réveille d'une sieste il y a 1 heure à peu près. J'ai du mal à émerger. Donc, je compte comme d'habitude sur votre bienveillance et votre compréhension pour les possibles complications de ce live. Bon, on va commencer tranquillou parce qu'il y a pas mal de questions ce soir. Et on commence par du blabla. Tac, 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 tac. Alors, donc déjà, priorité, comment rester aligné avec soi-même et avec l'autre? Bien c'est compréhension. Ah ouais, c'est clair. J'ai bien vu qu'on était mal barré ici. Donc, on va voir les notions d'urgent ou important. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce qui est urgent est important? Pas forcément. Donc, dans un monde où les tâches urgentes semblent constamment s'accumuler, en fait, il devient crucial de faire la distinction entre ce qui est vraiment important et ce qui est simplement urgent. On est souvent pris en fait dans un tourbillon de tout ce qui va être deadline et de contraintes temporelles, mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue nos vraies priorités, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. Et donc apprendre à faire ce choix entre l'urgent et l'important, ça nous permet de mieux gérer notre temps, de prendre des décisions plus conscientes et de rester aligné avec nos objectifs de vie à long terme. Donc il est possible de prendre le temps de faire un tri entre toutes les missions, toutes les tâches et toutes les activités qu'on doit réaliser chaque jour, tout au long de l'année, de manière à distinguer l'urgent de l'important. Donc, on va commencer à présent le petit quiz. Et on est parti avec 2 premières questions. Je suis en voir, il n'y a rien de... Ben ouais, mais c'est justement dans ces cas-là où c'est ultra important de se dire est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est juste important pour moi? Parce que tu vas pas traiter les mêmes choses les choses de la même façon. Donc l'urgence, ça correspond à quoi? À ce qui est lié à nos valeurs, à ce qui est toujours important, à ce qui dépend de notre humeur ou à ce qui est décidé par un calendrier donné. Ok, donc voilà. Ça, justement, c'est exactement ce qu'on vient de dire dans l'introduction. Hein. L'urgence, c'est pas toujours important. Donc, on continue. Deuxième question. L'urgent ne correspond pas toujours à une contrainte extérieure, ce qui est pressant, une échéance ou quelque chose de vraiment important. L'urgent ne correspond pas toujours. Ok. Alors, on a un petit groupe qui est ensemble et toujours une personne, mais qui n'est pas la même, qui se démarque un petit peu. Donc, l'urgent, ça va correspondre à ce qui est décidé par un calendrier donné. Mais ça correspond pas toujours à quelque chose de vraiment important. Enfin voilà, on a une deadline, on a une date dans le calendrier. Ok, si c'est demain, effectivement, c'est urgent parce qu'il faut que ce soit fait avant demain. D'accord? C'est ça, un calendrier donné. Et en regardant de plus près ce qui figure dans notre agenda, on va prendre conscience parfois qu'il va être rempli de choses urgentes à faire, pour finir son travail, faire les courses, du ménage, du bricolage, envoyer des messages, appeler telle personne. Mais si on regarde de plus près, une partie de ces choses, ça va pas être en lien avec nos valeurs ou nos buts de vie. Alors effectivement, faire le ménage, c'est ultra important au quotidien, qu'on soit pas d'accord. Mais est-ce que ça correspond à nos valeurs et nos buts dans la vie? Faire les courses, bricoler, faire un message pour tel truc. Bon, on se questionne. À l'inverse, prendre soin de soi, de son partenaire, de ses enfants, c'est un but en soi qui va correspondre à nos valeurs, mais c'est ces tâches-là qui sont importantes pour nous,
mais qui figurent rarement dans l'agenda. Voilà. On va caler plein de choses, toutes ces choses urgentes qu'on croit importantes, mais qui finalement ne sont pas en accord avec nos valeurs. Et toutes les choses qui sont vraiment importantes, mais on cale pas de place dans l'agenda pour ça. Et du coup, on laisse de côté ce qui est réellement important. Donc il est possible de faire des choix qui permettront de libérer un peu de temps, mais surtout de se libérer l'esprit pour pas être constamment happé par l'urgent au point d'en oublier l'important. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. C'est pas grave, Katsu, c'est la reprise. Donc à présent, on va parler des 3 piliers de l'autonomie. Il va exister 3 besoins psychologiques fondamentaux décrits dans la théorie de l'autodétermination. Le sentiment d'autonomie, le sentiment de compétence et le sentiment de lien social. Donc on va faire 3 questions. Ça peut être une envie personnelle aussi, mais pas forcément urgent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on a tendance à privilégier l'urgent plutôt que l'important dans nos vies. Alors, le sentiment d'être autonome, donc quand on est à l'origine de nos choix et actions. Ok. Bien joué pour les 3 bonnes réponses d'affilée. Deuxième question. Quand acquiert-on le sentiment de compétence? Quand on réalise les tâches qui nous incombent, quand on évite les erreurs, quand on imite les autres, quand on est félicité. Ok. On va tout récapituler à la fin. Bien joué, le corbeau amical. Et enfin, comment se développe le sentiment de lien social? En étant admiré par tous, en étant intégré et accepté dans un groupe, en se conformant à tout, en étant solitaire. Ok, pas mal. Donc, 3 besoins psychologiques fondamentaux pour la théorie de l'autodétermination. Donc, on a le sentiment d'être autonome quand on est à l'origine de ses choix et de ses actions, hein, parce que si c'est quelqu'un qui choisit pour nous, l'autonomie elle n'est pas trop présente. Hein. On acquiert le sentiment d'être compétent quand on est capable de réaliser les tâches qui nous incombent et de faire face aux situations rencontrées au quotidien. Voilà, je me sens compétent parce que j'ai réussi à réaliser telle ou telle tâche. Et notre sentiment de lien social se développe quand on est intégré à un groupe et qu'on se sent accepté et apprécié. Voilà, on fait du lien social quand on est avec les gens. Quand on est solitaire, il n'y a pas trop de lien social. Et ça, que ce soit dans la réalité ou en ligne, qu'on soit d'accord. Et donc ces 3 besoins, ils sont liés entre eux. Lorsque l'environnement il y répond favorablement, ça augmente le bien-être, et ainsi, le besoin d'autonomie n'exclut pas le besoin de proximité relationnelle, ils vont être complémentaires, car manquer de l'un des deux, ça va augmenter le mal-être et générer des comportements problématiques. Donc là, à présent, on va s'intéresser aux enfants. En fait, j'ai pris des images que j'avais déjà d'autres lives, je sais même pas pourquoi je les ai utilisées à la base. Et puis là, voilà, là j'avais la flemme de chercher de nouveaux trucs, donc j'ai pris ce qui venait. Donc, concernant les enfants, qu'est-ce qu'il en est? Donc avec les enfants, quel équilibre doit-on trouver? Entre obéissance et indépendance, entre autorité stricte et laxisme, entre punition et récompense, entre proximité relationnelle et autonomie. Ok, ok. Donc effectivement, pour les enfants, il va s'agir de trouver un équilibre entre ce qui va favoriser un sentiment de proximité relationnelle, par exemple, se rapprocher de notre enfant lorsqu'il a besoin d'être réconforté. Voilà, l'enfant il a besoin de nous, on va pas lui dire bon, c'est bon, non, bon, pas le temps, débrouille-toi, réconforte-toi tout seul. Et ce qui va induire le sentiment d'autonomie, donc en le laissant par exemple explorer par lui-même son environnement sans que l'on soit toujours à l'origine de ses choix ou de ses jeux. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé, c'est important de laisser l'enfant explorer par lui-même et, par exemple, se faire mal. Voilà, prendre des risques. Des petits risques, évidemment. L'idée, c'est pas qu'il se pète la jambe alors qu'on sait très bien qu'il va se péter la jambe, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est lui laisser ce sentiment qu'il est autonome dans son exploration. Pas être un parent envahissant et qui est derrière à pas le laisser explorer son environnement. Parce que ça développe pas du tout son autonomie. Non, c'est pas toutes des bonnes réponses en soi, non. Non, du tout. Du tout.
Si le parent est toujours sur le dos de l'enfant, bon, j'ai un peu répondu du coup, malheureusement. L'enfant se sent contrôlé et cherche plus d'autonomie, l'enfant devient plus obéissant, l'enfant apprend mieux ou l'enfant développe plus de confiance. Ok, très bien. Donc, si le parent il est toujours sur le dos de l'enfant, en train de surveiller ou de lui proposer des activités, alors attention, c'est bien de proposer des activités, hein, c'est pas toujours non plus à lui de décider ou de choisir, sois bien d'accord. Hein. Mais en étant toujours à le faire, ben, l'enfant il aura l'impression d'être contrôlé et il va chercher des moyens d'éprouver plus d'autonomie, par exemple en faisant quelque chose que le parent avait interdit. Et c'est là où c'est problématique. Il faut trouver ce juste milieu en fait où il se sent assez autonome, mais aussi un peu contrôlé. Enfin voilà, il faut ce juste équilibre. Si le parent encourage trop l'autonomie, l'enfant demande plus de proximité physique, l'enfant devient agressif, l'enfant devient trop indépendant ou l'enfant perd confiance. On a un petit peu de tout, c'est marrant. Alors, ouais. Donc, si le parent il cherche à encourager l'autonomie de l'enfant à tout moment, même lorsqu'il vient chercher du réconfort, bah, par exemple, s'il lui dit, au lieu de le rassurer en le prenant dans ses bras, par exemple à l'entrée de l'école maternelle, allez, vas-y, t'es plus un bébé, bah, ça risque d'entraîner en fait une plus grande demande de proximité physique de la part de l'enfant qui va avoir tendance à davantage se coller aux adultes avant d'oser découvrir les jeux. Faut encore une fois ce juste milieu. Voilà, l'enfant a besoin de réconfort à ce moment-là, il faut répondre à sa demande. Faut pas, voilà, allez, vas-y. Surtout à l'entrée maternelle, enfin bon, ça c'est tout un autre sujet, l'exemple il est hard là. Mais voilà, besoin de réconfort, on réconforte l'enfant. On n'est pas des sauvages. On passe à deux prochaines questions. Quand les parents sont attentifs aux besoins d'autonomie et de proximité, les comportements problématiques diminuent, l'enfant devient adulte plus vite, l'enfant devient parfait ou les conflits disparaissent totalement. Ok. On va faire la deuxième question. Pourquoi parle-t-on de besoins universels fondamentaux? Parfait, bien sûr, bah oui. on peut créer des enfants parfaits. Donc les besoins universels fondamentaux. Ok. Alors, lorsque les parents sont attentifs à ces deux besoins, donc qui sont essentiels pour le bien-être, ça va diminuer les comportements jugés problématiques qui vont être le signe d'un déséquilibre au niveau du besoin d'autonomie ou de proximité relationnelle. On considère que ces besoins ils sont universels et fondamentaux parce qu'ils sont nécessaires au développement de l'enfant et ça, en fait, on va le retrouver quelle que soit la culture. C'est vraiment universel. Et donc, au sein de la famille comme en milieu scolaire, il est possible d'encourager des comportements visant à répondre au mieux à ses besoins. Donc là, on va voir sur trois questions. Selon le besoin de l'enfant, quelle est l'attitude des adultes à avoir? Donc, première question. Pour favoriser l'autonomie de l'enfant, le parent, il doit faire quoi? Lui imposer ses choix, l'encourager à essayer et découvrir, faire les choses à sa place ou éviter qu'il prenne des risques? Ok, exactement. Parce que faire les choses à sa place, vous comprenez bien que là, l'autonomie, il n'y en a pas du tout. Lui imposer ses choix non plus, hein, on n'impose rien, on propose, voilà, on invite à faire une activité. Et éviter qu'il prenne des risques, c'est pas bon non plus. D'accord? Comme je l'ai dit, il faut pas qu'il prenne de trop gros risques, mais il faut qu'il l'expérimente par lui-même. Donc, le besoin d'autonomie, c'est le sentiment d'être libre de ses décisions, de ses choix, de ses actes. Donc, l'adulte, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est encourager l'enfant à essayer, à découvrir et à expérimenter par lui-même. Pour développer la compétence de l'enfant, ce besoin de compétence, le parent, il doit le comparer aux autres, lui apprendre à développer ses compétences, le laisser toujours seul ou éviter de l'évaluer. Oui, c'est ça, exactement, Nico. Fais pas ça, je vais le faire. Ben non, en fait. Ça fait des enfants assistés, après. Donc là, c'est pareil. C'est très bien. Donc,
pour développer la compétence, le comparer aux autres, il n'y a rien de pire, hein. On ne compare pas. Voilà. Parce que l'enfant, après, ben voilà, il se retrouve en thérapie 10 ans plus tard, parce que son parent l'a toujours dévalorisé, l'a toujours comparé aux autres, donc il se sent toujours nul, en gros, hein. Le laisser toujours seul, ben non plus, parce que certes, il peut être autonome, mais être toujours seul, bon, enfin, il a besoin d'être épaulé, d'être aidé pour développer ses compétences. Et éviter de l'évaluer, ça c'est un grand sujet, n'est-ce pas, aujourd'hui, avec les questions autour de l'éducation nationale, hein, mais évaluer un enfant, c'est pas le punir, c'est pas négatif non plus, et c'est nécessaire pour justement évaluer ses compétences. C'est ultra important. Si on n'évalue pas un enfant, ben on n'avance pas. Et bien joué pour les 12 bonnes réponses d'affilée, dis donc. Donc, besoin de compétences, c'est le sentiment d'être capable d'affronter les exigences du quotidien et de l'autonomie. Et donc, l'adulte, qu'est-ce qu'il fait? C'est apprendre à l'enfant à cultiver ses compétences plutôt que faire les choses à sa place. Tu veux que l'on parle des couleurs? Ouais, non, on va pas en parler, non. Non, non, on ne va pas parler des couleurs. On continue. Pour nourrir le lien de l'enfant, le parent doit être exigeant et distant, laisser l'enfant se débrouiller, se montrer disponible, aimant et aidant, ou lui offrir des cadeaux. Ah oui, bah Nico, oui, la situation, elle est quand même différente, évidemment. Donc tout à fait. Donc, laisser l'enfant se débrouiller, je pense qu'on a compris que voilà, c'est important pour l'autonomie, mais il faut quand même être derrière, surveiller et évaluer, malgré tout. Être exigeant et distant, ben ça c'est pareil, ces enfants-là, ils se retrouveront en thérapie 10 ans plus tard, hein, voilà, parce que tes parents trop exigeants et distants, donc qui exigent trop et qui n'apportent aucune chaleur émotionnelle, on sait à quel point ça peut être dévastateur. Lui offrir des cadeaux, alors oui, c'est bien, mais pour nourrir le lien et avoir le sentiment d'être aimé, c'est pas la meilleure des choses non plus, d'accord? Parce que voilà, il y a des parents, on le voit souvent, ça fait cliché, mais c'est souvent comme ça, les parents divorcés, quand c'est l'autre parent qui n'a pas la garde exclusive, admettons, il va lui montrer sa présence par des cadeaux. Enfin, vous voyez, on achète l'enfant, c'est pas la meilleure des choses. Donc le besoin de lien, c'est quoi? C'est le sentiment d'être en lien, de pouvoir être aidé, d'être aimé et apprécié, donc le sentiment d'être soutenu. Et donc l'adulte, comment il montre ça? En se montrant disponible, aimant et aidant. Il va représenter une base de sécurité, de réconfort et d'information pour l'enfant. À chaque fois que j'organise le week-end, ah ben voilà. Bon, voilà. Tu connais l'exemple, Katsu. À présent, on va passer sur l'attachement constructif. On a déjà parlé d'attachement, on en parlera régulièrement, très certainement. Donc une relation d'attachement constructive, ça va comprendre 3 types de qualités fondamentales. On va les voir par le biais de 3 questions. Exactement, Nico, oui, oui, oui. Récompenser, c'est très bien, mais récompenser, ça peut être aussi montrer qu'on est content et exposer, voilà, enfin, montrer que oui, là, il y a une compétence qui a été acquise, que ça c'est top, ça c'est super ce que tu as fait, mais faire un cadeau à chaque fois, bah c'est pas aidé non plus, et puis c'est pas ça la vie. Parce que ça fait justement des enfants qui par la suite, dans le monde adulte, vont atteindre forcément une récompense à chaque fois qu'ils réussissent quelque chose, et ça fait des adultes aigris et frustrés. Et ça, on le voit beaucoup, justement, dans ces nouvelles générations aussi. Donc c'est pas du tout une bonne chose, hein. Donc, une relation d'attachement constructive comprend domination et obéissance, ouverture et honnêteté, mystère et contrôle ou autorité et distance. Donc des qualités on attend là, on va voir les 3 qualités. Ok, on est pas mal. Donc d'abord, on a l'ouverture et l'honnêteté qui font référence à la possibilité d'échanger librement ses idées, ses opinions, ses émotions ou préoccupations avec le partenaire. Là, on est vraiment dans un attachement constructif. On est dans le côté attachement sain, hein, on va dire. Voilà, domination et obéissance, pas du tout. Là, on est dans un type d'attachement qui n'est pas du tout constructif et on va être même du côté, voilà, de tout ce qui est manipulation, pervers, etc. qu'on connaît bien, qu'on a vu régulièrement. La deuxième qualité, ça comprend donc l'attachement constructif, ça comprend aussi le secret et le pouvoir, la rivalité et l'indépendance, contrôle et méfiance ou empathie et attention. Bien joué. Donc le second type de qualité,
ça va être l'empathie et le caractère attentionné envers l'autre. Les deux partenaires, ils vont être en mesure de comprendre ce que l'autre vit, d'accueillir ses émotions et de prendre soin de l'autre. Le contrôle de la méfiance, c'est évident. Oui, bah oui, évidemment. Là, on est toujours du côté pervers hein, et manipulateur. Et enfin, donc la dernière qualité pour l'attachement constructif, silence et isolement, défiance et contrôle, indifférence et autonomie ou confiance et sentiment de sécurité. Ok, c'est bien. Donc, confiance et sentiment de sécurité au sein de la relation, ça va impliquer le fait de pouvoir annoncer de bonnes nouvelles, expliquer ses difficultés, formuler ses souhaits en ayant confiance dans la réponse constructive du partenaire. On n'a pas peur de parler, on partage nos bons moments comme les mauvais moments. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, on ne craint pas de communiquer avec l'autre. Exactement. Et ça tombe bien parce que là, on va parler de dépendance affective. Donc, c'est un sujet qu'on a déjà abordé régulièrement, mais voilà, c'est toujours intéressant d'en reparler et d'approfondir. Donc là, on vient de voir l'attachement constructif, ok, avec certaines qualités. Donc, quand ces qualités manquent dans une relation, on va parler de surdépendance, de relations équilibrées, d'autonomie saine ou d'attachement sécure. Là, c'est un autre terme qu'on n'a jamais vu, mais qui veut dire la même chose que... Enfin, voilà, vous allez comprendre. Tout à fait. La surdépendance, je suis pas sûre qu'on en ait déjà parlé. Donc, lorsque ces qualités font défaut dans la relation, enfin, on l'a bien compris, hein, on va parler de relations de surdépendance, de codépendance ou encore, un terme qu'on connaît bien, de dépendance affective. La dépendance affective, elle peut se caractériser par un manque d'affirmation de soi, un désintérêt pour les autres, un excès de confiance en soi ou une autonomie exagérée. Ok. On a 18 bonnes réponses d'affilée. C'est une folie. Bravo, bravo. Alors, la dépendance affective, elle est caractérisée par un manque d'affirmation de soi, un caractère fortement influençable, une quête permanente de réassurance quant à ses propres qualités et à propos de la relation, et ça se traduit par des comportements visant toujours à aider l'autre, alors que ce dernier n'en a pas exprimé le besoin. On est trop là, on veut trop se montrer, trop montrer qu'on est important pour l'autre, parce que justement l'autre, il nous montre tout l'inverse. Alors, ces personnes, elles cherchent toujours à faire plaisir à l'autre au détriment de leurs besoins, se protéger avant tout, s'affirmer fermement ou défendre leur intérêt. Tu me le disais l'autre jour. Possible. Donc, ok. Et on fait une deuxième question avant le blabla. Ah, on a une petite remontée. Quand chaque geste vise uniquement à plaire à l'autre, ça renforce la relation, ça prouve un amour inconditionnel, ça devient étouffant et irritant ou ça crée une harmonie durable. Alors ouais, alors ok, ça tout à fait, ça non, parce que quand on fait tout uniquement pour plaire à l'autre, on s'oublie parce qu'on fait selon l'autre et c'est pas du tout ça. Il faut faire selon qui on est, selon ce qu'on veut aussi quoi. Donc ces personnes elles vont chercher toujours à faire plaisir à l'autre au détriment d'une prise en compte de leurs propres besoins et ce de manière systématique et durable. Alors évidemment, c'est toujours agréable d'avoir un conjoint qui souhaite vous faire plaisir, vous soutenir, mais lorsque chacun de ces gestes est guidé par le seul objectif de faire plaisir aux autres, ça va vite devenir étouffant et irritant. Et ça donne plutôt envie de s'éloigner de lui plutôt que de s'accrocher. Ça peut même rendre agressif à son égard en espérant qu'il reprenne en fait une place d'égal à égal dans la relation. Parce que là, on se retrouve dans une dissymétrie relationnelle qui n'est pas la bonne pour l'entente conjugale. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui est là, qui veut toujours tout faire plaisir, même anticiper les besoins. C'est quelqu'un qui va être envahissant.
Et ça, quand on étouffe au bout d'un moment, c'est pas génial. Hein. Donc la codépendance ou surdépendance, ça a été mesuré à l'aide d'un questionnaire qui permet de repérer 3 dimensions. La première, ça concerne le besoin de confirmation de sa valeur personnelle par d'autres personnes que soi pour tenter d'améliorer une estime de soi souvent très faible. La deuxième dimension, c'est la tendance à considérer systématiquement que les besoins de l'autre sont plus importants que les siens. Et la troisième, ça porte sur la forte réactivité face au comportement de l'autre, ces derniers exerçant alors une influence importante sur la confiance en soi, le bien-être et les comportements de la personne surdépendante. Donc c'est là où on voit que, encore une fois, dans la dépendance, l'individu qui est dépendant, il s'oublie totalement, parce qu'il veut tout faire pour l'autre, en s'oubliant lui-même. Le fameux « chez moi, je te suis », ouais, un peu. J'ai vu des gens comme ça le dimanche. Oui, certains, oui, aussi, effectivement. Effectivement. Donc là, on va voir les 3 caractéristiques de la dépendance affective. Alors, besoin de confirmation de sa valeur. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mépris des opinions, c'est le rejet des autres, c'est l'indifférence totale ou c'est la recherche de réassurance, compliment, reconnaissance. Ok. Donc, besoin que les autres confirment notre valeur, donc recherche de réassurance, de compliments, de reconnaissance, au déprimant de son propre avis et de son propre jugement. Voilà. On oublie vraiment qui on est, ce qu'on veut, voilà, on fait selon l'autre. Tendance à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Se couper des autres, c'est rechercher le conflit, refuser toute aide ou se concentrer sur eux avant soi. Ok. Donc, même si c'est à notre détriment, c'est s'efforcer d'abord de prendre en compte les besoins des autres avant de penser aux nôtres. Donc on est toujours dans cette même idée de s'oublier. Importance excessive accordée au comportement des autres. Indifférence, isolement volontaire, rejet systématique ou attention extrême aux paroles, gestes, aux regards. Ok, vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet. Donc, effectivement, comme vous avez vu, attention extrême portée aux paroles, gestes et regards des autres. Toute critique va être considérée comme juste. Toute absence de compliment ou de reconnaissance est considérée comme une désapprobation. Il y a du taf quand on en arrive là. Et bon, ça prend du temps, mais on peut s'en sortir de tout ça. Donc, on va terminer sur les 4 dimensions de la dépendance affective. En même temps, il n'y avait pas de piège. Oui, mais bon, si on est à côté du sujet, on l'a déjà vu, on peut avoir des réponses assez marrantes. Donc, tac, 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 ouais, ok, comment ça va se présenter là, les questions ? Ok, donc là, la dimension cognitive de la dépendance affective, ça va correspondre à quoi ? Ce qu'on se dit, ce qu'on recherche, ce qu'on ressent, ce qu'on fait. On va avoir 4 dimensions. On a un petit peu de tout. Donc, la dimension cognitive, ça va être ce qu'on se dit. Donc, le sentiment d'être incompétent et incapable d'agir seul sur les situations et de les modifier. Par exemple, j'ai besoin des autres, je n'y arriverai pas sans aide. On pense qu'on est incapable de le faire tout seul. Ça, c'est nos pensées, c'est ce qu'on se dit et c'est la dimension cognitive. Alors, c'était pas évident, peut-être que là, en ayant la réponse et l'explication, vous allez comprendre pour les autres. Donc maintenant, on passe à la dimension affective. La dimension affective, ça comprend quoi ? C'est les objectifs qu'on poursuit, c'est les pensées qu'on a, c'est les actions qu'on fait ou c'est les émotions qu'on ressent. La dimension affective. Ok. Effectivement. Quand on voit affective, tout ce qui est lié à l'affect, effectivement, ça va parler d'émotions. Donc la dimension affective, c'est les émotions que l'on ressent. En tout cas, on aurait eu un top là qui s'est bien battu. Hein. Vous êtes au taquet. Hein. Non, tout... écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a qui comprennent, c'est déjà bien du coup. C'est bien envoyé. Alors, donc,
Dimension affective, émotion qu'on ressent. Donc ça va être la fréquence d'une angoisse d'abandon, une hyper-réactivité émotionnelle à toute forme de critique, de prise de distance, de négligence, etc. de la part des autres. Voilà. Donc dimension cognitive, ce qu'on se dit. Dimension affective, c'est les émotions qu'on ressent. Troisième question. La dimension motivationnelle de la dépendance affective. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on ressent ou c'est ce qu'on recherche. En vrai, vous avez de l'aide parce qu'il y a des réponses qu'on a déjà eues précédemment. Donc dans la logique, voilà. Mais bon. Alors là, ça va être marrant parce que je suis en train de checker sur Discord, Insta, et il va falloir qu'on vote bien comme il faut ici. Donc, c'est rigolo. Voilà, moi ça me fait rire en tout cas. Donc bravo, bravo, bravo. Donc la dimension motivationnelle, c'est ce qu'on tend souvent inconsciemment à rechercher. Donc souci pour maintenir une forte proximité avec des figures potentiellement protectrices. Parents, conjoints, enseignants, médecins, amis, voilà. On a du mal en fait à maintenir cette forte proximité avec les figures qui sont censées nous protéger. Voilà. Quand on est dans la dépendance affective, on va être dépendant, mais pas des bonnes personnes, en quelque sorte. Vous voyez? Et allez, on fait la dernière question. On fait la petite réponse et on verra le podium en fin et on fera le sondage pour la semaine prochaine. Donc la dimension comportementale de la dépendance affective, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on ressent ou c'est ce qu'on pense. Comportement. Ok. Ça plutôt sur la question des mentions de jeux vidéo. Bah, pas sûr, il n'y a pas de question sur ça, je crois. Donc la dimension comportementale, on a eu une personne de plus qui a capté. C'est ce qu'on tend toujours inconsciemment généralement à faire. Donc ça va être les conduites qui visent à attirer les figures potentiellement protectrices vers soi. Donc comportement visant à plaire aux autres, correspondre à leurs attentes, se conformer aux règles dictées par la hiérarchie. Ben, c'est bien Katsu, bravo, magnifique. Donc, en troisième position, nous avons le faucon frénétique, suivi du gong incroyable. Et en première place, nous avons le corbeau amical. Donc suivi du crâne et du cygne qui a lâché l'affaire entre-temps. Allez, restez encore parmi nous, on va faire le petit quiz pour savoir de quoi on parle la semaine prochaine. Parce que sur Insta, tout le monde est ex-aequo. Et sur Discord, il y a une majorité, on va dire, mais il n'y a pas assez... il n'y a pas assez de réponses. Bon, bien qu'on n'en ait pas, on n'en aura pas forcément plus ici. Donc, tac, respect et passion, gratitude. Bon, il n'y aura pas la phrase en entier. Et les jeux. Ok. Tac. Allez, vous avez 2 minutes. Oui, du premier à dernier, les dimensions ont tué. Mon pauvre Katsu. C'est bon, ça tourne. Ben, tu vois, Nico, parfait, hein. C'est encourageant, c'est chouette. Parfait, parfait. Alors, attendez, ça, je retire ce message épinglé. Ok, donc là, on a une différence. Ah non, les gars. Je veux dire, ok, on a une différence. Respect, passion, gratitude ou les jeux vidéo. Ok, donc on va avoir encore un ex-aequo. Donc, à mon avis, ce qu'on va faire... Ah, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, là... Ouais, non, mais c'est clair. En fait, ce qui m'embête, hein, c'est que... Alors, je tiens à préciser ou à rassurer au cas où. Pour ceux qui ne seraient pas dans les jeux vidéo, on peut quand même participer, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
C'est pas que des questions qui vont être liées aux jeux vidéo. Ça va être surtout sociétal, on va parler de psycho aussi, donc voilà. Ouais, c'est clair, c'est moi qui vais choisir. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'on va en avoir plusieurs, parce que comme vous l'avez vu là, on a eu une grande série de posts sur les jeux vidéo qui sont alternés par un peu de criminaux, par de la violence sexuelle aussi. Et en fait, j'aimerais alterner. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être faire un lundi jeu vidéo et un lundi autre sujet ou criminaux ou autre chose. Ah, on a une troisième réponse sur les jeux vidéo. Ok, ok. Ben, on va commencer les jeux vidéo. Et selon, je sais pas. Je vais voir. Je sais pas trop. Je sais pas. Parce que j'ai pas envie que ce soit. Parce que bon, on a eu des lives psy où pendant très longtemps on a eu des sujets. Bon, moi ça me plaisait, hein, donc moi c'était pas un souci. Mais j'ai peur que ça fasse trop lourd aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais là, on va en faire un. Donc déjà, ah oui, sujet criminel. Oui. Mais tous les sujets vont être intéressants de toute façon. C'est toujours très intéressant. Donc déjà, je vais vous dire de quoi on va parler. On va parler de chiffres, tout simplement. Parce que moi, j'aime bien. Vous savez, c'est des questions faciles. Enfin, c'est facile de faire un quiz avec des pourcentages. Enfin, vous savez, c'est des questions un peu causes, c'est du pif. Bon, mais c'est facile de faire une question. Donc, on va parler pas mal de chiffres. On va parler de psychanalyse. Dans le sens où on va parler du dessin, un parallèle entre le dessin et les jeux vidéo, et ensuite les différents types de jeux vidéo. Donc voilà, ça c'est des questions faciles aussi. Donc je pense que ça va aller assez vite, en vrai c'est pas très compliqué, mais voilà. On va dire que c'est le live introduction aux jeux vidéo. Après, tu fais comme tu veux, on rappelle, on n'est pas en démio... Mais totalement, bien sûr. J'ai tendance à l'oublier. J'ai tendance à faire croire que le peuple a le droit de décider, mais pas du tout. Dessin. Dessin. Pas dessin non plus, tu vois. Ça aurait pu. Je suis nulle avec les chiffres comme ça. Ouais, mais là, en vrai, à part si t'as lu comme par hasard cette étude et que t'as retenu le chiffre, enfin, moi, tu me poses la question aujourd'hui, je saurais pas te dire non plus, hein. C'est vraiment pour dire on fait une question et puis on voit. Et on se dit, wow, ça fait beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. Enfin, tu vois, c'est un peu l'idée. Oui, non, je me doute. Ok, donc ça, tac. Tac. Donc on met ça à jour. Putain, on est lundi. Ça fait bizarre parce que c'est un lundi qu'on ressent un peu comme un dimanche, avec un jour férié comme ça. Donc là, on se revoit quand? On se revoit jeudi. Jeudi sur un nouveau jeu. Voilà, ça fait partie des jeux qui sont sur le Epic Games, là, sur mon truc, sur mon Epic Games. Sur ça, une non le fait. Super. Putain. Mon historique Google, c'est la masophilie. Voilà, je vous le mets. Voilà. Fétichisme des seins ou masophilie est un des types de fétichisme sexuel impliquant un intérêt sexuel pour les seins, un décolleté, les seins, voire des seins. Voilà. Oh putain. Et là, donc, ça c'est le Wikipédia. Et en deuxième proposition, j'ai BDSM.fr. Voilà. Oh là. Il y a un Reddit aussi. Voilà comment je me retrouve sur des sites comme ça. Ok, bon, on va sortir de là parce que je sens que je vais voir des choses que j'ai pas envie de voir. Voilà, très bien. Ah ben d'accord, bon ben voilà. Voilà. Bon, euh, sur cette bonne parole, donc on se retrouve jeudi. Ouais, on est lundi. Donc pas demain, demain je suis en consulte. Mercredi j'ai mon cours à rattraper. Ça, ces abrutis, ils ont mis la rediff du cours de la semaine d'avant et pas de celle d'aujourd'hui, ça me fatigue. Bref. Donc mercredi, si le bon cours est en ligne, je suis là. Je suis pas là, je suis en cours. Et donc jeudi, on va tester un nouveau jeu, on va voir si c'est bien ou pas. Vendredi, House Flipper.
Et samedi, je pense qu'on finit des 3. Ah moi, en deuxième proposition, je veux des femmes géantes? OK, OK. Bon ça, plus avec des femmes du Nord, j'imagine. Bonne soirée, Roxy Freud, des bisous. Bon, allez, on va aller s'installer, qui a marié au premier regard ce soir. Je vous fais des bisous. Bravo pour votre participation. Franchement, vous avez géré. Très beau podium. Franchement, très très bon résultat. On verra ce que ça donne la semaine prochaine avec les jeux vidéo. Bon, voilà, ça va être une petite introduction, un petit live tranquille, je pense. Ah non, non, géante. D'accord, mais ça n'existe pas les géantes, du coup. Ah bon. Enfin, tu nous développeras ça sur Discord, puis. Qu'est-ce que c'est? Bon, bonne reprise demain, du coup. Une bonne semaine, un bon début de semaine en tout cas. Et puis on se retrouve jeudi soir vers 17h30 par là. Voilà. Sauf si j'ai des changements, parce que je risque d'avoir des trucs, mais c'est pas sûr. Mais voilà, je vous tiens au jus. Allez, des bisous, à jeudi, on se capte sur Discord évidemment. Des bisous, bonne soirée.